Dans un monde parfait, si vous aimez les volcans en éruption et les dinosaures qui se baladent sans se soucier de vos affaires, notre histoire commence. Et dans un autre coin de cette planète misérable, plus précisément dans une forêt dont le concepteur semblait passer une mauvaise journée, quelqu'un marchait prudemment parmi les cadavres de guerriers comme lors d'une promenade matinale très infructueuse. Soudain, comme tous les clichés le dictent, un monstre terrifiant avec des yeux rouges brillants a sauté au visage d'un pauvre jeune homme qui, à son tour, a été surpris et terrifié comme si quelqu'un venait de lui dire que son abonnement Internet avait expiré. Et, bien sûr, de féroces batailles ont éclaté entre les bons humains et les créatures sauvages et maléfiques. Au milieu de ce chaos, une lueur bleue a brillé dans les yeux de notre jeune héros, libérant une puissance latente parce que c'est ce qui arrive toujours dans ces histoires. N'est-ce pas? Il s'est déplacé à une vitesse dépassant la compréhension de la logique en utilisant son épée avec une compétence qui rendrait jaloux n'importe quel chef sushi, délivrant des coups rapides et puissants, et transformant chaque monstre sur son chemin en petits morceaux. Mais attendez. Il semble que tout cet héroïsme n'était qu'une publicité idiote sur un écran géant au milieu d'une ville en ruine, faisant la promotion du programme d'envoi dans le monde, le décrivant comme l'avenir. Et là, un jeune homme aux cheveux bruns se tenait, fixant l'annonce criant, postulé maintenant dans son visage, perdu dans une rêverie. Et avant que son rêve de devenir le héros sauveur ne puisse se réaliser, une main rude attrapa son épaule pour le ramener à l'amère réalité. Il se tourna pour trouver son patron, un vieil homme dont le bonheur de vivre semblait s'être retiré depuis longtemps, le grondant bruyamment, lui demandant pourquoi il gaspillait son temps précieux à regarder au lieu de travailler. Le jeune homme s'inclina en s'excusant tandis que son patron continuait son discours habituel sur le fait que le problème avec la jeunesse de cette génération est leurs rêves étranges qui sont totalement inutiles. Puis il lui ordonna d'un ton qui ne souffrait aucune discussion de se dépêcher d'enlever quelques plantes grimpantes. Notre héros accepta immédiatement et partit en portant une petite faucille, son arme dans la bataille contre le chômage. L'anxiété le rongeait, craignant d'être renvoyé à nouveau car il était clair qu'attirer l'attention lors de son premier jour n'était pas une bonne idée. En arrière-plan, la voix grincheuse de son patron continuait comme la bande sonore de sa misérable vie. Mais soudain, le vieil homme se tut, ses yeux s'écarquillant d'étonnement en voyant le jeune homme enlever les plantes avec une vitesse et une efficacité surhumaines. En quelques instants, toutes ces fichues plantes ont été empilées dans de grands sacs. Pour la première fois, le vieil homme a montré son admiration, admettant qu'il est rare de voir un jeune homme aussi travailleur de nos jours, et l'a récompensé en le laissant rentrer chez lui plus tôt. Le jeune homme portait le sac sur son épaule. Mais malgré le compliment, un regard triste traversa son visage, pensant que l'idée de rejoindre cet envoi héroïque n'était qu'un rêve lointain pour quelqu'un comme lui. Nous avons appris plus tard que la planète Terre était finie, détruite et vidée de sa vitalité, tout comme un jeu en ligne dont les serveurs avaient été fermés. C'est alors qu'un être absolu mystérieux est apparu et a offert la solution magique, envoyée dans un autre monde. Les héros, ou comme on les appelait, les envoyés, ont abandonné cette planète en ruine pour d'autres mondes, parvenant à peine à préserver ce qui restait de la vie sur Terre en ramenant la vitalité avec eux comme souvenir. Le jeune homme tenait sa faucille, regardant l'horizon lointain, se demandant sarcastiquement s'il pourrait un jour devenir l'un de ces super-héros. Après avoir terminé son travail, il marcha dans les rues désertes en soupirant, son seul espoir dans la vie étant d'être appelé pour le travail de demain consistant à enlever plus de plantes. Il se dirigea vers un bâtiment bondé de gens, et après avoir poussé et bousculé avec difficulté, il atteignit finalement le bureau d'un employé du gouvernement. Le jeune homme s'est présenté comme au champ DSU et a dit à l'employé qu'il était venu vérifier tout progrès dans l'enquête sur le regroupement familial qu'il avait demandé. L'employé a jeté un coup d'œil à son écran qui affichait les détails du solde de son dépôt d'enquête, révélant qu'il avait payé une fortune pour rechercher sa famille envoyée, mais le solde actuel était encore insuffisant. Avec toute la froideur du monde, l'employé lui a dit que cette institution estimée ne travaille pas gratuitement et lui a suggéré de revenir quand il déciderait d'avoir de l'argent avant d'appeler la prochaine victime dans la file d'attente sans fin. Pendant ce temps, un autre homme s'est précipité devant tout le monde, implorant toute information, n'importe quoi, même juste le nom du monde qui avait avalé sa famille. Comme d'habitude, quelqu'un de la foule en colère lui a crié, lui rappelant qu'il n'était pas le seul à vivre une tragédie dans ce monde tandis que notre héros, Chan DSU, s'éclipsait tranquillement de ce cirque désespéré. Il retourna dans sa maison sombre annonçant son arrivée à un vide complet, seulement pour être accueilli par une boîte de conserve vide roulant sur le sol dans une scène pathétiquement dramatique. Les souvenirs ont afflué. Il se souvenait que son père était un rapatrié de haut rang, un véritable héros. Mais comme la situation sur la planète empirait, il a été envoyé à nouveau dans ce qui semblait être une mission à sens unique parce qu'il n'est jamais revenu. Puis il se souvint de sa mère lui disant qu'elle suivrait son père avec sa grand-mère, promettant de revenir rapidement, lui demandant d'attendre juste quelques jours. Mais il semble que quelques jours dans leur dictionnaire signifiaient pour toujours car elle aussi a disparu, le laissant seul à se débrouiller. Et maintenant, après tout ce temps, ses souvenirs d'eux étaient devenus si faibles qu'il pouvait à peine reconstituer leur visage dans son esprit. Soudain, son monde a décidé de danser avec lui. Tout autour de lui tremblait et une lumière brillante est apparue, le faisant s'interroger sur la source de cette agitation ennuyeuse. Un violent tremblement l'a projeté à travers la pièce comme une poupée usée, sa tête heurtant le mur,
et une horloge tombant sur lui comme une culmination comique de ce moment tragique. Après avoir repris conscience de ce choc inattendu, il s'est demandé, que diable vient-il de se passer? Ressentant une terrible douleur à la tête, il a attrapé son téléphone pour trouver une alerte de catastrophe indiquant qu'une onde de choc du retour d'un rapatrié avait causé le tremblement de terre et l'éclair. Et juste en dessous de cette nouvelle, il y avait une autre nouvelle de dernière heure qui l'a choqué plus que le mur. Le légendaire rapatrié de classe S annonçait sa retraite. Il s'est demandé avec confusion en lisant les détails de la nouvelle. Dans une interview télévisée, le rapatrié blessé est apparu déclarant qu'il n'avait pas réussi à protéger le dieu, avait perdu tous ses camarades et n'avait pas d'autre choix que de revenir seul comme un lâche. En raison de cet échec épique, il n'avait plus les qualifications ni le désir de partir en mission, il annonçait donc sa retraite, suppliant tout le monde de ne pas perdre espoir et de protéger la Terre eux-mêmes. Cela a été suivi de gros titres sombres se demandant comment la Terre survivrait maintenant que les héros commençaient à se retirer, d'autant plus que la population était tombée à moins de 500 millions. Notre héros était assis dans sa pièce sombre, frustré par l'échec de la mission et cette retraite qui arrivait au pire moment possible. Au milieu de son désespoir, il a entendu un bruit à la porte. Qui pourrait lui rendre visite à cette heure? Il ne se souvenait pas d'avoir des amis. Il se dirigea vers la porte à pas fatigués, puis une créature étrange apparut, un lapin portant un costume élégant et une cravate, demandant poliment si monsieur ou Chansu était présent. Il ouvrit la porte avec prudence, s'attendant à ce que ce soit peut-être la blague la plus étrange de l'histoire de la planète, seulement pour se figer sur place devant cette scène surréaliste. Sous le choc, il est tombé à la renverse, criant à plein poumon alors que la dernière chose à laquelle il s'attendait à la fin de cette journée épouvantable était de trouver un lapin parlant sur le pas de sa porte. La créature lapin a essayé de calmer notre héros, lui demandant de se taire parce qu'il avait de très bonnes nouvelles, puis l'a félicité avec enthousiasme d'avoir été choisi pour devenir un envoyé comme s'il venait de gagner un voyage gratuit. Shang Desu le regarda avec une confusion totale, se demandant quel genre d'hallucination faisait parler les lapins et offrir des opportunités d'emploi cosmique. Le lapin a montré une compréhension totale de son état de confusion, une expression qu'il semblait avoir beaucoup pratiquée, mais il lui a assuré que la décision de sa sélection était réelle et hors de doute. Pour prouver son point, il a sorti une carte d'identité officielle du Centre mondial de soutien aux envois, suggérant qu'il change d'endroit s'il pensait toujours que c'était une farce élaborée. Alors qu'il marchait, le lapin lui a demandé s'il avait des talents spéciaux, soulignant que la plupart des humains en ont au moins un. Chansu a répondu avec une honnêteté brutale que, comme le lapin le savait probablement, il était complètement inqualifié pour cette mission. Il a expliqué que la seule chose dans laquelle il excellait était la taille des arbres et des fleurs, et il ne pensait pas que super jardinier était une classe recherchée dans d'autres mondes. Le lapin a été comiquement choqué, à quoi Shang Desu a demandé s'il ne le savait pas déjà. Mais le lapin s'est vite repris avec une grâce diplomatique, lui assurant que tout allait bien et que tout arrive pour une raison. Il lui a ensuite assuré que le fait qu'il ait été sélectionné tenait toujours, il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter, ce qui a incité Chansu à remercier cette étrange créature pour son soutien psychologique inattendu. Il regarda autour de lui avec étonnement, incapable de croire qu'il était enfin au centre de répartition et sentit que sa chance tant attendue de changer sa vie misérable était enfin arrivée. Le lapin a suggéré d'entrer par une immense porte somptueuse pour poursuivre leur conversation, et il a été hypnotisé par la taille de la porte, pensant que la gloire et d'autres mondes se trouvaient juste derrière. De toutes ses forces, il essaya de pousser la porte géante, mais elle ne bougea pas d'un pouce. Le lapin lui demanda froidement, « Qu'est-ce que tu fais ?» expliquant que la véritable entrée était ailleurs, et pointa ensuite une très petite porte, parfaitement dimensionnée pour les lapins seulement. Shang Desu protesta avec colère, se demandant comment il était censé passer par une ouverture de cette taille. Le lapin répondit qu'il pouvait entrer facilement, ce à quoi Shang Desu lui cria au visage, « C'est parce que tu es un lapin. » Il se sentait extrêmement frustré et annonça qu'il rentrait chez lui, en ayant assez de cette farce. Mais le lapin l'arrêta, lui rappelant qu'il avait échoué à tous les tests précédents et avait été jugé non qualifié, lui demandant sarcastiquement s'il pensait vraiment qu'une opportunité comme celle-ci frapperait à sa porte 2 fois. Il ajouta qu'il citait les propres pensées de Shang Desu qui lui traversaient l'esprit, exprimant son profond regret d'avoir décidé de rentrer chez lui après avoir été choisi avec tant de difficultés. Finalement, il se résigna à son sort, se mit à 4 pattes et commença à ramper à travers la petite entrée dans la scène la plus humiliante de sa vie, tandis que le lapin le pressait de l'intérieur sans aucune considération pour ses sentiments. Après avoir réussi à entrer, il se leva pour constater que la pièce avait l'air décevante et ordinaire. Le lapin lui dit qu'il avait un monde parfait adapté à lui, expliquant qu'il existe différents mondes pour différentes personnes, puis lui offrit avec enthousiasme un monde appelé « Accaparement de terre », avec un système de modèles. Shang Desu fronça les sourcils, intrigué par le nom qui ressemblait au titre d'un jeu vidéo bon marché, tandis que le lapin s'énerva, soupçonnant Shang Desu d'avoir entendu parler de ce monde. Mais il avoua qu'il n'en avait jamais entendu parler, demandant avec inquiétude si c'était un endroit étrange, alors qu'une expression méchante apparaissait sur le visage du lapin. Le lapin rit et lui dit que ce monde était le plus populaire du moment, et le meilleur, c'est qu'il était sous la protection d'un dieu.
Shindesu se figea complètement en entendant le mot « Dieu », car il se souvint immédiatement de ce rapatrié qui avait craqué aux informations et avait également servi un dieu. Le lapin le rassura rapidement, insistant sur le fait que cela n'avait rien à voir avec ces incidents malheureux et qu'il n'y avait absolument aucune raison de s'inquiéter. Oui, certainement aucune raison. Ici, le vrai jeu a commencé. Shansu demanda prudemment l'identité de ce dieu dont parlait le lapin, s'attendant à un nom majestueux. Mais le lapin expliqua que, selon les règles bureaucratiques cosmiques, le dieu est déterminé complètement au hasard. Mais comme c'était apparemment son jour de chance, s'il décidait de se joindre à nous tout de suite, on lui donnerait une chance très spéciale de choisir par lui-même. Comme un magicien de rue professionnel, il lui offrit 3 cartes identiques et lui demanda s'il était prêt à choisir son destin. Notre héros hésita, admettant que son expérience dans le choix des dieux patrons était nulle, et qu'il n'avait aucune idée du genre de catastrophe qu'il pourrait choisir. Le lapin l'exhorta à prendre une décision, soulignant qu'il s'agissait d'une rare opportunité irremplaçable et que le temps pressait. Shansu fut finalement convaincu, réalisant qu'une chance comme celle-ci ne se représenterait plus, et se maudit silencieusement pour son hésitation insensée. D'un geste décisif, comme s'il pariait son dernier sou, il tira l'une des cartes. À ce moment, une créature squelettique géante aux yeux violets brillants apparut devant lui, à la tête d'une armée de morts-vivants. La carte révéla le dieu du bannissement avec une probabilité de 44%, ce qui le choqua et l'étourdit tellement qu'il faillit avaler sa langue. Froidement, le lapin l'informa que la scène n'était qu'une présentation visuelle du produit, se demandant pourquoi il était si surpris. Toujours sous l'effet de la terreur, Shansu répondit, demandant quel genre de dieu est présenté d'une manière aussi horrible, digne d'un film d'horreur. Il se plaignit que le nom même de dieu du bannissement sonnait comme un mauvais présage et une catastrophe garantie. Il demanda avec hésitation et crainte s'il pouvait peut-être tirer à nouveau, et le lapin accepta immédiatement et volontiers, ce qui le fit le remercier avec confusion. Il tira une autre carte, espérant que le résultat serait différent cette fois-ci, et qu'il obtiendrait un dieu qui aime les fleurs et la paix. Mais il hurla de frustration et de désespoir lorsqu'il découvrit que c'était à nouveau la carte du dieu du bannissement, mais cette fois avec une probabilité plus élevée de 45%. Il explosa de colère contre le lapin, l'accusant de tricherie et de tromperie et se demandant comment il pouvait obtenir le même dieu catastrophique à chaque fois. Mais avec un sérieux soudain et un ton dépourvu d'amusement, le lapin lui dit qu'il n'y avait rien de mal avec les cartes et lui demanda avec un regard perçant, « Comprenez-vous ce que cela signifie ?» Shansu recula immédiatement, effrayé par ce changement soudain de personnalité du mignon lapin. Le lapin annonça que c'était sa dernière chance et lui dit de choisir judicieusement cette fois. Il ferma les yeux, suppliant toutes les forces de l'univers que la carte ne soit plus négative. Il choisit sa dernière carte, et soudain une lumière verte chaude et réconfortante l'enveloppa. Il ouvrit les yeux pour constater avec une immense joie qu'il avait finalement obtenu une carte différente. La carte révéla la déesse de l'abondance, mais avec une probabilité d'apparition presque impossible de 0,000001%. Bien que ses effets répertoriés semblent modestes, il se sentait extrêmement excité d'avoir obtenu quelque chose de si rare. Immédiatement, Shansu commença à imaginer la déesse de l'abondance comme une belle femme stupéfiante, une expression sotte et lubrique se formant sur son visage. Le lapin le regarda avec dégoût et lui demanda à quoi il pensait exactement, décrivant son regard comme dégoûtant. Après un étrange moment de silence, le lapin le surprit en lui demandant « Aimeriez-vous une autre chance de tirer au sort ?» Shansu fut surpris par cette offre, rappelant au lapin qu'il avait dit que c'était la dernière chance, puis demanda avec curiosité « Et que se passera-t-il si je décide de choisir cette carte de la déesse de l'abondance ?» Il semble que notre héros, Shansu, soit tombé dans un piège inéluctable. Après que le rusé lapin lui eut offert la chance de sa vie de choisir une déesse d'une beauté suprême, voici la petite condition ennuyeuse. Il doit se lancer immédiatement dans son voyage suicidaire. Mais ne vous inquiétez pas. Le lapin a un plan marketing génial pour le convaincre, lui disant que c'est son occasion en or de passer d'un simple répartiteur misérable à un rapatrié légendaire qui sera un exemple pour tous. Pour plus de tentation, il brosse un tableau idyllique d'un avenir radieux où il deviendra un héros national que tout le monde acclamera et peut-être même être couronné sauveur de toute l'humanité. Quelle offre qu'on ne peut pas refuser. Le lapin conclut son offre avec un sourire narquois, lui assurant qu'une toute nouvelle vie l'attend, il devrait donc réfléchir attentivement à cette offre généreuse. Après des moments de profonde réflexion philosophique, notre héros arrive à une conclusion géniale. Sa vie actuelle est ennuyeuse et il restera coincé dans une spirale d'échecs à jamais s'il ne saisit pas cette opportunité. Et ainsi, avec un courage rare, il décide que le moment est venu de prendre une décision fatidique, et il ne faut que quelques instants avant qu'un message de félicitations flamboyant n'apparaisse fièrement annonçant qu'il est devenu le serviteur obéissant de la déesse de l'abondance et que le moment de la rencontrer est venu. Une femme magnifique aux cheveux verts apparaît devant lui, mais il semble que le budget n'ait pas été suffisant pour montrer son visage, qui est resté dans l'ombre. Elle l'accueille en tant que répartiteur potentiel, un titre moins grandiose que ce à quoi il s'attendait. La vision céleste disparaît soudainement et se transforme en une carte, laissant notre héros stupéfait sur le sol, se demandant si ce qu'il a vu était réel ou juste une hallucination. Mais ça n'a pas d'importance.
Une fausse flamme d'enthousiasme s'est allumée dans son cœur, et il se sent soudainement capable de conquérir le monde tant que cette déesse mystérieuse est à ses côtés. Avec tout l'enthousiasme d'un héros novice, il interroge le lapin sur sa prochaine étape et le lapin loue sa folie. Je veux dire, son excellente décision. Le lapin annonce que le moment de l'aventure est venu, et au lieu d'une porte dorée digne des héros, un vortex violet qui ressemble à une entrée de l'enfer apparaît devant eux. Notre héros commence à crier pendant un certain temps pour digérer la situation, mais la porte était affamée et a commencé à l'attirer vers elle. Il demande au lapin avec une inquiétude enfantine s'ils vont vraiment entrer dans cette chose qui a l'air en colère, et le lapin se moque de sa naïveté, se demandant comment un vortex peut avoir une humeur et l'invite à profiter de sa beauté artistique. Quant à lui, tout ce qu'il voit est un trou noir qui lui promet le pire voyage de sa vie. Mais dans un moment de courage soudain, Shindesu décide de ne pas reculer, déclarant qu'il prouvera au monde entier qu'il n'est pas qu'un raté. Et alors qu'il rassemble son courage pour faire son premier pas vers la gloire, le lapin lui donne une petite poussée sous la forme d'un coup de pied puissant qu'il envoie directement dans les bras de l'inconnu. Et alors qu'il tombe, hurlant les plus belles insultes à son ami à fourrure, le lapin lui fait signe au revoir comme pour dire « Je te souhaite un bon voyage, notre brave héros ». Puis une voix mystérieuse interroge le lapin sur la raison de cet encouragement violent, et le lapin répond que l'intervention directe est interdite, mais il semble que les coups de pied arrière soient autorisés. La voix blâme le lapin, lui rappelant qu'ils ne peuvent pas perdre ce garçon et lui demande s'il s'accroche toujours à son dieu raté, ce à quoi la réponse est affirmative, ce qui prouve que la stupidité ne se limite pas au seul humain. Pendant ce temps, notre héros atterrit dans un nouveau monde pour être accueilli par une fenêtre de système électronique portant de mauvaises nouvelles. L'information choquante, ce minuscule pourcentage n'était pas pour la rareté de l'apparition de la déesse, mais pour la taille insignifiante de son influence. Notre héros hurle un cri emblématique, réalisant qu'il a choisi une déesse avec la puissance d'une batterie de téléphone sur le point de mourir. À ce moment, il frappe le sol avec force, s'assoit au milieu des ruines, contemplant ses décisions de génie, et comment une information aussi importante lui est parvenue après qu'il était complètement trop tard. Excellent service client en effet. Notre héros, Shansu, était assis désespérément au milieu des décombres qui étaient censés être son nouveau royaume. Puis, comme une réaction tout à fait naturelle, il a commencé à rire hystériquement, saisissant enfin l'ampleur du désastre dans lequel il s'était jeté avec tant d'enthousiasme. Pour aggraver les choses, une fenêtre système est apparue devant lui pour lui rappeler son choix de génie, la déesse de l'abondance, avec une influence presque inexistante. Il regarda le temple délabré autour de lui dans la terre aride, se demandant avec un sarcasme amer où était cette supposée abondance dans cet endroit qui semblait souffrir de famine depuis des siècles. Puis une autre fenêtre système est apparue pour l'accueillir officiellement dans le monde de l'accaparement des terres avec un système de modèle et lui a donné le titre de messager d'une déesse dont ils n'ont même pas pris la peine d'écrire correctement le nom et lui ont dit que sa mission était de sécuriser autant de terres que possible pour elle. Il remarqua la faute de frappe dans le nom de la déesse et émit la théorie que cela pouvait être dû au fait que la taille de sa faction était si petite que le système ne la reconnaissait pas. Il a décidé qu'il ne pouvait pas rester assis à se lamenter sur son sort et qu'il devait d'abord explorer l'endroit. Peut-être qu'il trouverait cette déesse légendaire quelque part. Alors qu'il marchait, il vit une faucille gisant sur le sol comme si elle l'attendait. Il la ramassa, et malgré sa surprise de sa présence ici, il ressentit une familiarité étrange et confortable avec elle, comme rencontrer un vieil ami de sa misérable vie passée. Soudain, une énorme créature avec des yeux brillants qui illuminaient l'obscurité apparut derrière lui, et il se figea sur place de terreur, réalisant que c'était un vrai monstre. La panique le frappa. Comment un monstre pouvait-il apparaître avant même qu'il ne rencontre son chef de déesse ? Et il décida qu'il était inacceptable de mourir d'une manière aussi ridicule. Dans une tentative désespérée et héroïque de se défendre, il leva la faucille et menaça la créature terrifiante avec elle. Mais il fut surpris quand il s'avéra que ce qu'il pensait être un monstre terrifiant n'était rien de plus qu'un petit hamster tremblant de peur, les yeux remplis de larmes. Il se demanda avec confusion comment cette mignonne créature pouvait être classée comme un monstre, d'autant plus qu'elle ne semblait pas du tout hostile, mais semblait plutôt être sur le point de faire une crise cardiaque. Pendant un instant, une pensée avide lui traversa l'esprit. Puisque le système le considérait comme un monstre, peut-être qu'il obtiendrait une récompense s'il l'attrapait. Le pauvre hamster était terrifié par son regard prédateur et commença à crier et à agiter ses petits bras dans une panique totale. Shindesu décida de le laisser tranquille pour l'instant tant qu'il n'essayait pas de le manger, et il admit même à lui-même qu'il le trouvait un peu mignon. Soudain, il vit le hamster s'enfuir, mais il remarqua qu'il s'arrêtait de temps en temps et le regardait comme pour l'inviter à le suivre. Comme il n'avait pas de meilleur plan, il commença à courir après lui, étonné de la vitesse incroyable de cette petite créature et se demandant vers quel nouveau désastre elle pourrait l'emmener. Après un certain temps de course, ils atteignirent une petite cascade avec de l'eau pure et claire qui en coulait. Il ressentit un grand soulagement et remplit une bouteille avec l'eau qui pourrait être la seule chose abondante dans ce monde. Il s'assit pour se reposer après avoir étanché sa soif et demanda au hamster s'il vivait dans cet endroit. Puis avec tout le sérieux du monde, il lui demanda s'il savait où était la déesse, la détentrice d'une grande abondance. Mais le hamster était occupé à lécher sa fourrure,
et Chansu réalisa qu'il était impossible d'avoir une conversation rationnelle avec lui. Le hamster, son guide touristique non officiel, fit à nouveau un bruit comme pour dire « La visite n'est pas encore terminée, espèce d'idiot ». Chansu décida de voir quelle autre surprise misérable cette créature lui réservait, alors il le suivit à nouveau. Cette fois, le hamster l'a conduit à un arbre immense et majestueux, et il a admiré sa taille pendant un moment avant de remarquer qu'il était complètement sec et mort, tout comme les arbres qu'il avait laissés derrière lui sur terre. À la base de l'arbre, il vit quelque chose d'étrange qui sortait du sol, seulement pour découvrir qu'il avait marché sur une plante de ginseng fanée, se demandant pourquoi une telle plante serait dans cet endroit désolé. À ce moment, le hamster laissa échapper un cri de terreur comme si le monde était fini. Chansu s'en excusa en plaisantant et lui demanda si cette racine était son animal de compagnie ou quelque chose comme ça. À ce moment précis, une fenêtre système apparut pour le féliciter d'avoir découvert le dieu de la région. Il regarda autour de lui avec confusion, se demandant où était cette déesse qu'il était censé avoir trouvée. Le hamster commença à lui mordre le pied dans une tentative désespérée d'attirer son attention, alors il le saisit simplement avec sa main avec agacement et lui dit qu'il était occupé à chercher un dieu en ce moment et qu'il jouerait avec lui plus tard. Le hamster continua à crier et à résister, essayant d'expliquer la situation, et Chansu commença à comprendre ce qu'il voulait dire. Se demandant si ce qu'il comprenait était correct, il fut choqué en reliant les événements, se demandant si cette racine de ginseng fanée pouvait être le dieu lui-même. Il refusa de croire cette idée ridicule car la déesse qu'on lui avait promise était un symbole d'abondance et de beauté, et il était impossible qu'elle ne soit qu'un légume séché. Et alors qu'il était perdu dans le déni, la racine de ginseng qui était tombée au sol commença à émettre une faible lumière verte. Il se souvint immédiatement de l'image de la superbe déesse qu'il avait vue, et le hamster remarqua une petite note au bas de l'image qu'il n'avait pas vue auparavant, qui disait « Cette image peut différer du produit réel », ce qui augmenta l'horreur de son choc. Il tomba à genoux dans un désespoir total, réalisant que tout était un indice flagrant de sa stupidité. L'idée de l'accaparement des terres et les pourcentages n'était pas aléatoire, mais indiquait plutôt la taille de l'influence de chaque dieu, qui augmentait avec l'augmentation de leur territoire. Il avait ignoré les cartes de dieu du bannissement qui lui apparaissaient à plusieurs reprises, pensant qu'il s'agissait d'un bug alors qu'en fait elles appartenaient aux dieux les plus puissants de ce monde. Il conclut que sa déesse avait dû rétrécir à cette forme misérable après avoir complètement perdu toutes ses terres et son influence, mais il se demanda pourquoi elle ne s'était pas encore réveillée. Et puis une pensée terrifiante lui vint à l'esprit, est-ce que le fait de marcher dessus comme ça était le coup final qui mit fin à sa vie? Dans une tentative désespérée de corriger sa grave erreur, il décida de l'arroser puisqu'elle avait l'air si sèche. Il versa de l'eau de sa bouteille sur la racine de ginseng, et elle commença à briller d'une lumière plus forte, ce qui lui fit penser que son plan de génie fonctionnait. Son enthousiasme grandissait et il versait de plus en plus d'eau, ignorant complètement les cris du hamster terrifié qui essayait de l'arrêter. Soudain, une voix sortit de la racine de ginseng, exprimant à quel point elle était rafraîchie par l'eau, comme elle n'en avait pas ressenti depuis longtemps. Mais le ton de la voix changea bientôt et commença à se plaindre que la quantité d'eau devenait trop importante, puis se transforma en un appel à l'aide, insistant sur le fait qu'elle était sur le point de se noyer et de mourir d'asphyxie par l'eau. Quand Chansu a finalement cessé d'essayer de la noyer, la déesse s'est finalement réveillée, et il s'est réjoui comme un idiot qui avait réussi à réparer quelque chose qu'il avait presque cassé. Avec un respect artificiel, il se présenta à elle, annonçant qu'il était, Chansu, le messager de l'abondance, comme s'il présentait ses références. Mais sa joie fut de courte durée car il remarqua bientôt que sa déesse principale pouvait à peine bouger, ce qui le laissa confus car il n'y avait pas de manuel d'instruction pour lui dire quoi faire maintenant. Comme d'habitude, une nouvelle fenêtre système est apparue pour lui offrir des conseils sur l'utilisation des compétences pour devenir plus fort. Il fut surpris de constater qu'il avait des compétences en premier lieu, et lorsqu'il les examina, il trouva une compétence appelée bénédiction de l'abondance. Et il devina d'après son nom qu'elle aidait les récoltes à prospérer, ce qui avait du sens. Mais il trouva une autre sous-compétence appartenant à la même bénédiction appelée décapitation, et ce nom sanglant le rendit extrêmement confus et anxieux. Immédiatement, il imagina une scène terrifiante de guillotine, se demandant paniqué si l'abondance dans ce monde signifiait éliminer les riches pour parvenir à la prospérité des pauvres. Il essaya de se calmer, se demandant pourquoi la déesse de l'abondance lui donnerait une compétence aussi violente. Il se tourna vers la déesse et lui demanda directement si la compétence de décapitation signifiait vraiment ce qu'il pensait. Quand elle ne répondit pas, il reformula sa question avec une plus grande anxiété, demandant si elle lui ordonnait vraiment de couper la tête des créatures vivantes. Elle le regarda avec une expression sévère, et son esprit de génie se mit au travail. Et il en conclut que puisque sa déesse était liée à l'agriculture, cela pourrait inclure l'élevage, et donc, la compétence pourrait être liée à la boucherie et à l'abattage. Une pensée horrible lui vint à l'esprit alors qu'il regardait le petit hamster qui courait joyeusement, ignorant le sort qui l'attendait. Se demandant si cette petite créature était son premier devoir officiel, il la regarda avec un profond regret et s'excusa auprès d'elle à l'avance pour ce qu'il était sur le point de faire, puis leva la faucille au-dessus du hamster terrifié,
se convainquant qu'il n'avait pas d'autre choix car il était le messager de la déesse et devait exécuter les ordres. Au dernier moment, avant qu'il ne puisse commettre son acte insensé, la déesse intervint et repoussa le hamster de son chemin, le sauvant de la dévotion aveugle de son messager. Il essaya de justifier son action en disant qu'il ne voulait pas le faire, mais qu'il le faisait pour elle et pour l'abondance supposée. Le pauvre hamster était terrifié et se tenait derrière la déesse pour se protéger. Soudain, tous les deux commencèrent à crier et à pointer Chan déçu pour qu'il regarde derrière lui. Il fut surpris quand il le fit et se demanda ce que cette chose était censée être. Devant lui se trouvait un énorme monstre fait de ce qui ressemblait à de la boue noire avec 2 yeux brillants. La déesse et le hamster tremblaient de peur et de terreur. Chan déçu réalisa qu'il avait complètement tort et que le hamster n'était pas le monstre, mais cette créature effrayante qui venait d'apparaître. Et il doutait de sa capacité à affronter quelque chose de cette taille, mais il serra plus fort sa faucille, son arme préférée dans toutes ses batailles, et décida qu'il devait se battre. Alors qu'il se précipitait vers le monstre, il sentit soudain qu'il pouvait voir son point faible avec une parfaite clarté comme s'il était éclairé pour lui. Une fenêtre système apparut lui disant qu'il pouvait maintenant activer la compétence de décapitation. Chansu utilisa la compétence sans hésitation et porta un coup puissant avec la faucille vers le monstre, réussissant à le fendre en deux et à le détruire complètement en un seul instant, émerveillant la déesse et le hamster. Après avoir miraculeusement vaincu le monstre, Chansu se précipita vers la déesse pour s'assurer qu'elle était indemne. Comme un héros qui a intentionnellement sauvé la situation, il remarqua que le petit hamster, qu'il avait presque haché en morceaux quelques instants auparavant, essayait courageusement de protéger la déesse. Accablé d'un profond regret pour son erreur de jugement, il s'inclina jusqu'au sol dans une scène dramatique, s'excusant abondamment pour sa folie, et demanda humblement s'il pouvait pardonner à leur messager insensé. Il sembla que le hamster accepta de lui pardonner, ou peut-être était-il simplement trop effrayé pour refuser l'offre. Alors Chansu le remercia chaleureusement et décida de l'appeler Amdol. Il demanda son avis sur le nouveau nom et lui dit qu'il aurait besoin d'un nom puisqu'ils allaient vivre ensemble à partir de maintenant, et Amdal sembla très heureux de cette évolution. Comme d'habitude, une fenêtre système apparut pour l'informer que grâce à l'effet de sa compétence, la tête du monstre était automatiquement offerte en sacrifice et que son nombre de chasse pour les démons immortels était maintenant de 1. Il réalisa que le monstre qu'il avait tué s'appelait un démon immortel et fut intrigué par un nom aussi grandiose pour une créature si facile à vaincre. Puis des informations supplémentaires apparurent indiquant que ces offrandes sont directement liées à la déesse. Il se tourna vers sa déesse et fut surpris de voir que son apparence s'était réellement améliorée, paraissant plus fraîche et plus éclatante. Il déduisit avec son intelligence supérieure que s'il continuait à chasser ces monstres faibles et à les offrir en sacrifice, la déesse pourrait retrouver sa forme originale qu'il avait vue dans la publicité. Excité par l'idée, il dit à la déesse qu'il allait chasser davantage pour elle, puis partit à la recherche de monstres remplis d'espoir comme s'il avait trouvé son but dans la vie. Il s'arrêta lorsqu'il atteignit l'endroit désiré, et une autre fenêtre système apparut l'informant de l'existence de points non spécifiés qui pouvaient être utilisés avec une note indiquant qu'ils ne pouvaient pas être échangés. Il se demanda quand il avait obtenu ces points, mais décida que c'était une bonne chose de toute façon et ne se soucia pas d'y réfléchir davantage. Il atteignit une zone pleine de monstres et décida qu'il devait d'abord s'en débarrasser. Il se sentait complètement confiant car sa compétence était très puissante et facile à utiliser, et ces monstres bougeaient si lentement qu'ils avaient l'air de se promener. Il activa la compétence de décapitation et anéantit un groupe d'entre eux avec une facilité totale. Une nouvelle fenêtre système apparut confirmant que la chasse aux monstres lui accordait effectivement des points. Il se sentit satisfait de lui-même et décida de lancer un défi de chasse à 100 monstres. Après un certain temps, Amdal était assis joyeusement sur son épaule, et il commença à le caresser comme si c'était lui qui avait fait tout le travail acharné. Après que le nombre de monstres qu'il avait chassés ait atteint 101, il se demandait encore pourquoi ils étaient appelés démons immortels alors qu'ils mouraient si pathétiquement facilement. Il décida qu'il découvrirait ce secret plus tard tout en continuant à chasser. Il retourna vers la déesse et constata qu'elle était devenue visiblement plus brillante et plus belle, ce qui le rendit très heureux car l'effet de la chasse était meilleur qu'il ne l'avait prévu, et il espérait qu'elle retrouverait bientôt sa véritable forme. Il commença à réfléchir à la prochaine étape, et la déesse pointa l'arbre. Il se demanda si elle voulait qu'il la mette dessus et la prit. Alors qu'elle s'approchait de l'arbre, la déesse tendit sa petite main et le toucha. La déesse et Amdal commencèrent à le pointeur du doigt puis à pointer l'arbre dans un langage des signes clairs qui signifiait « Allez ouvrier, fais quelque chose d'utile ». Comme s'il lisait ses pensées simples, une fenêtre système apparut lui disant qu'il pouvait utiliser la compétence de bénédiction de l'abondance, et une autre fenêtre expliqua que toutes les compétences de bénédiction consomment des points car rien n'est gratuit dans ce monde. Chansu comprit finalement qu'il devait utiliser la nouvelle compétence qu'il ne savait pas avoir jusqu'à il y a un instant. Alors qu'une lumière verte vive commençait à briller, il décida d'utiliser tous les points qu'il avait péniblement gagnés en chassant ces pauvres monstres et les dirigea de toutes ses forces vers l'arbre sec en utilisant la compétence de bénédiction de l'abondance. L'énergie coulait de ses mains, et en quelques instants, un miracle se produisit. La vie revint au grand arbre. Ses branches poussèrent, ses feuilles germèrent et il porta des fruits complètement dans une présentation théâtrale rapide avec des fruits rouges mûrs brillant parmi les feuilles vertes fraîches.
Shindesu fut étonné lorsqu'il découvrit que ces fruits étaient des pommes. Il en ramassa une et fut émerveillé par sa taille et son poids non naturel. Il n'avait jamais vu une pomme comme celle-ci, même sur Terre avant qu'elle ne soit détruite. Malgré son envie de la dévorer immédiatement, il se souvint de ses devoirs de messager fidèle et décida d'offrir le premier fruit en sacrifice à sa déesse. Il plaça la pomme devant elle, exprimant son espoir qu'elle retrouve bientôt sa magnifique forme originale, mais ajouta qu'elle était aussi très mignonne sous sa forme de racine actuelle. Soudain, il vit la déesse absorber la pomme d'une manière étrange et inquiétante alors qu'elle s'ouvrait comme une fleur carnivore et dévorait tout le fruit en un instant, ce qui le laissa complètement choqué et confus. Il pensa qu'il valait mieux ne jamais la mettre en colère tant qu'elle mangeait comme ça. Après cela, il décida qu'il était temps pour lui et Amdal d'obtenir leur part du butin. Il prit une bouchée de la pomme, et une vague de bonheur l'envahit en raison de son goût délicieux, comme il n'en avait jamais connu de toute sa vie. La déesse l'observait de loin, choquée, se demandant comment ce garçon avait réussi à chasser des monstres et à faire revivre un arbre géant si rapidement en une seule journée, le décrivant comme un garçon bestial. Puis elle commença à se rappeler son passé douloureux. La faction de l'abondance était une grande puissance responsable de la nourriture dans le monde, et sa force reposait sur la qualité inégalée de ses produits agricoles. Mais lorsque la faction maléfique de la corruption a commencé à s'étendre et à s'emparer d'autres factions comme une peste imparable, la paisible faction de l'abondance n'a eu d'autre choix que de fuir cette puissance écrasante. Afin de survivre, la faction de l'abondance a abandonné l'agriculture et a tenté de se tourner vers la chasse aux monstres. Mais étant des agriculteurs et non des combattants, ils ne pouvaient gagner aucune bataille et ont tout perdu. En dernier recours désespéré, ils ont modifié leurs compétences de récolte de base en compétences de décapitation, mais le sort de la faction de l'abondance était déjà scellé, et leur chute était inévitable. La déesse se souvint que la compétence de décapitation n'était pas à l'origine une compétence de combat pour tuer des monstres, mais simplement un moyen de ramener les têtes d'animaux ou de monstres déjà morts afin d'en obtenir des ressources. La déesse continua à penser à son passé, rempli de défaites, réalisant que l'idée de transformer des agriculteurs en guerriers était une mauvaise idée dès le départ et que la modification de la compétence était la meilleure chose qu'il pouvait faire dans les circonstances. Bien sûr, s'il y avait eu une personne incroyablement forte parmi eux, peut-être que tout aurait changé, mais la chance n'était pas de leur côté. Soudain, son fil de pensée fut interrompu lorsqu'elle vit Shindesu s'approcher d'elle avec un regard déterminé dans les yeux qui suggérait qu'il était sur le point de prendre une décision qui allait changer le monde. Mais il interrompit simplement ses pensées profondes pour lui demander avec un sourire innocent s'il pouvait avoir plus de pommes. La déesse soupira, se demandant quel péché elle avait commis pour que l'univers lui envoie un garçon dont la seule préoccupation était de se remplir l'estomac. Mais elle décida qu'il était maintenant son subordonné, et comme il n'y avait pas de politique de retour, elle ne l'abandonnerait jamais. Et puis, de façon inattendue, elle s'accrocha à sa jambe. Shinsu paniqua un instant, se demandant si elle allait l'absorber aussi de la même manière qu'elle avait dévoré la pomme. Après avoir rassemblé les pommes dans un grand sac, il porta doucement la déesse endormie dans ses bras, remarquant qu'elle devait être très fatiguée de sa journée mouvementée à cultiver et à le regarder travailler. Il la plaça dans un endroit sûr et dit à Amdal qu'il avait aussi travaillé dur aujourd'hui et qu'il méritait des éloges. Soudain, un énorme coup de tonnerre frappa le ciel dégagé, le faisant paniquer, et il craignit que le bruit n'ait réveillé la déesse endormie. Mais il réalisa vite que le bruit n'était pas du tonnerre, mais un bruit provenant de son propre estomac, protestant bruyamment parce qu'il n'avait mangé que des pommes toute la journée. Une fenêtre du système apparut soudainement annonçant un événement de livraison en cours. Il fut surpris par l'existence d'un service de livraison dans ce monde désolé, mais devina que c'était possible avec les nombreuses choses étranges qui venaient de la Terre. Cependant, il se demanda comment il pouvait identifier son emplacement pour livrer une commande. Il remarqua que Amdal avait l'air fatigué, alors il suggéra qu'il dorme d'abord et qu'il reporte la réflexion sur les mystères de l'univers à demain. Et il couvrit la déesse de quelques feuilles comme une couverture temporaire dans un endroit complètement différent, dans un grand bâtiment luxueux appelé le Temple de la Circulation. Une femme marchait avec confiance et colère, faisant irruption dans le bureau d'un employé. L'employé, qui semblait être son patron, lui demanda pourquoi elle était ici au lieu d'effectuer la livraison qui lui avait été assignée. Elle répondit avec colère, l'accusant de se moquer d'elle, et lui dit qu'elle était débordée de travail et que cette nouvelle demande n'avait aucun sens. Les détails de la commande désastreuse apparurent devant elle, un voyage d'affaires de 2 jours dans une zone restreinte sachant qu'il ne recevrait aucun paiement en raison d'un événement de livraison gratuite. Et pire encore, le client voulait payer la commande avec des pommes parce qu'il n'avait pas d'argent. Elle demanda à son patron si elle avait fait quelque chose de mal pour être punie de cette façon, et il lui dit qu'il n'y avait aucune faute de sa part. Au contraire, elle était juste une employée très enthousiaste. Il ajouta qu'il aimait aussi le travail, mais trop d'heures supplémentaires nuiraient à sa santé, suggérant qu'elle prenne une pause obligatoire sous le prétexte de ce voyage d'affaires. Il posa sa main sur son épaule et lui dit que si elle restait ici, elle retournerait directement au travail, et qu'il était préférable pour elle d'aller s'amuser un peu dans une zone restreinte. Elle réalisa l'amère vérité et lui dit qu'elle savait qu'il l'envoyait parce que personne d'autre en son bon sens n'accepterait de faire ce voyage, et il l'admit en riant.
Il ajouta en plaisantant qu'elle pourrait avoir de la chance et découvrir un monde caché là-bas, un terme désignant une zone avec des effets spéciaux dans une tentative désespérée d'embellir la mission. L'employé souhaita à sa collègue, Ae So-jin, un bon voyage, et elle accepta d'y aller tout en maudissant sa chance à voix basse. So-jin regarda la longue liste de commandes qui ressemblait à une liste de souhaits d'enfants, se demandant pourquoi il y en avait tant et pensa qu'elle devrait bien se préparer pour cette sortie dans une zone restreinte. Elle serra le poing avec détermination, espérant au moins que tous ses efforts ne seraient pas vains et qu'elle reviendrait avec de délicieuses pommes. Pendant ce temps, Chansu passait le meilleur moment de sa vie, passant son temps à jouer avec Amdol et la déesse au milieu des piles de pommes qu'il avait récoltées. Amdol essayait de cacher et de réprimer son rire, mais Chansu l'entendit facilement et s'approcha de lui en plaisantant. Il attrapa Amdol et commença à le gronder en plaisantant pour avoir mangé les pommes, qui étaient leur seul capital. Il lui rappela que ces pommes n'étaient pas destinées à être mangées mais à être échangées et se demanda comment ils allaient faire face aux visiteurs attendus aujourd'hui s'ils continuaient à dévorer leurs provisions comme ça. Il soupira d'inquiétude car il ne voulait pas faire mauvaise impression lors de sa première réunion d'affaires dans ce monde. Il se rappela les informations qu'il avait obtenues lors de la commande de livraison, où il avait appris que ce monde était divisé en zones appelées blocs. Et bien qu'il ressemble à des terres normales, il y avait des barrières à leur bord, et se déplacer entre eux nécessitait un ticket de déplacement quotidien probablement coûteux. Sa région était complètement isolée du monde, et le village le plus proche était à une semaine de marche, et son régime alimentaire était presque limité aux pommes pour le reste de sa vie. C'est pourquoi il considérait l'arrivée du service de livraison en seulement 2 jours comme un miracle. Il ne connaissait pas la méthode qu'ils utilisaient, mais il espérait que son sac de couchage arriverait bientôt ou un lit si possible, afin de pouvoir vivre une vie de luxe. Il mentionna qu'il avait également commandé un oreiller spécial confortable pour la déesse car il avait désespérément besoin de gagner sa faveur petit à petit pour éviter d'être dévoré par elle dans un accès de rage. Soudain, il sentit quelque chose approcher. Il avait réalisé que les monstres venaient à lui d'eux-mêmes depuis hier, comme s'il s'agissait d'un service spécial de livraison de monstres arrivant à l'heure, ce qui confirmait sa théorie selon laquelle il s'agissait bien de monstres immortels qui revenaient à la vie. Chansu décida de se débarrasser de ses déchets avant l'arrivée de son invité, et il les affronta avec une compétence supérieure en utilisant sa fidèle faucille. Il remarqua que leur mouvement était devenu un peu plus rapide qu'avant et se demanda si ces monstres devenaient plus forts avec le temps. Mais il vit que cette évolution était encore minime et ne suscitait pas d'inquiétude, et il continua à les éliminer avec facilité comme s'il coupait des mauvaises herbes. À ce moment précis, Ae So-jin arriva dans la zone en utilisant ses bottes et les avançait et baissa les yeux sur la scène horrible en dessous d'elle avec un choc et un émerveillement indescriptibles, où elle vit Chansu debout avec un sourire effrayant entouré des cadavres et des restes des monstres qu'il venait de détruire.